4S Mag. Fidèles téléspectateurs de Djeliba TV News et Djeliba FM, bonsoir et bienvenue sur le plateau de 4S Mag. 4S Mag, votre émission de santé, sécurité et sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons parler de santé, sécurité des intérimaires. Pour les échanges, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau des habitués. Notre expert maison, Dr Dabo. Bonsoir, Dr Dabo. Bonsoir, et bienvenue sur le plateau de 4S Mag. Merci beaucoup. À ma gauche, Madame Moudial Duko, elle est habituée aussi, c'est une habituée du plateau, c'est ça. Merci. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur. Bienvenue sur le plateau de 4S Mag. Merci pour l'invitation. Donc, ensemble, nous allons parler de la SST des intérimaires. Mais tout d'abord, il faut qu'on sache ce qui veut dire intérimaire. Madame Sidibé, je crois que ça, c'est une question plus RH que médecine du travail. Expliquez-nous d'abord, l'intérim, c'est quoi? C'est quoi un intérimaire, pour rentrer un peu dans les échanges? Alors, bonsoir Monsieur Fasque, bonsoir Monsieur Dabo. D'abord, merci pour l'invitation. Donc, un intérimaire, en fait, c'est un employé, un salarié qu'on va solliciter pour une période provisoire, c'est-à-dire pour une vacance de poste qui n'est supposée pas être longue, liée soit à un accroissement d'activité qui fait qu'on a besoin d'un renforcement du personnel, soit liée à une vacance de poste pour maladie ou pour différents motifs provisoires qui fait qui nécessite en fait un appui d'une personne intérimaire. Alors, c'est très encadré. Par contre, pour qu'il n'y ait pas d'abus au niveau des employeurs. Donc, le principe de l'intérimaire a été mis en place, en fait, pour pallier à deux choses. Pour les employeurs, leur permettre d'ouvrir le recrutement sur une période déterminée, consistant donc à la vacance du poste ou à l'accroissement d'activité, sans pour autant se mettre des cadenas sur une longue durée, et également permettre à la personne qui va être mise en intérim de pouvoir se faire valoir, de pouvoir augmenter en termes d'expérience professionnelle sur son CV et s'ouvrir des opportunités. Ouais, voilà. Super. Docteur Dabo, je pense qu'elle a tout dit ici. Vous avez quelque chose comment on appelle ça? Après la spécialiste, je ne peux pas ajouter grand chose, mais je vais juste ajouter une touche un peu santé et sécurité au travail. Comme elle a dit, un travailleur intérimaire, c'est un salarié qui est recruté pour une période bien déterminée, qui est temporaire, comme ils l'ont bien dit. Et ce travailleur est appelé à exécuter une tâche ou une mission bien précise pendant la période dont on a parlé, qui est censée ne pas être longue. Et c'est un travailleur qui, généralement, intervient dans des secteurs d'activité assez variés, différents, qui fait qu'il est appelé à être soumis à des risques assez différents. Donc, c'est un travailleur qui va avoir beaucoup plus de risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles, contrairement à un salarié qui est fixe dans un emploi. D'accord, on en parlera davantage. Mais, Madame Diko, mais pourquoi les entreprises font appel à l'intérim? Alors, comme ça a été évoqué lors de la première question d'ailleurs, c'est que l'entreprise va faire appel à l'intérim par rapport à un besoin ponctuel ou un besoin, en tout cas sur une durée assez circonscrite, d'un employé pour pouvoir vendre sa force du travail contre un contrat de travail. Alors, le contrat de travail d'une personne intérimaire, sur le principe même sur le principe même du concept d'intérimaire, va être un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée déterminée imprécis, d'une durée imprécise. Ça veut dire que la mission est connue. Par exemple, Madame Sylvie, elle va en congé maternité. Et donc, sur la période du congé maternité, on peut solliciter un intérimaire qui va remplacer sur la période de congé maternité. Maintenant, le congé maternité il est de 14 semaines, il est connu. Mais imaginons que pour une raison ou pour une autre, on sait que la dame Sidibé a des problèmes et donc peut, en plus de son congé maternité de 14 semaines, devoir prendre 2 semaines pour ne pas prendre de risque et donner un CDD de 16 semaines. On va mettre un CDDI, c'est-à-dire sur la période d'absence du congé maternité de Madame Intel, on fait un contrat avec un intérimaire. En fonction de la durée Voilà, c'est ce qui s'appelle le contrat à durée déterminée, mais le terme, il est imprécis. Voilà. Donc, en principe, c'est ces deux types de contrats qui sont soumis à l'intérimaire. L'entreprise, donc, ne se cadenasse pas sur une longue durée,
mais va prévoir à l'échéance de ce contrat, si jamais il n'est pas renouvelé, donc une indemnité de précarité pour l'intérimaire. Et ce qui va aussi permettre à l'intérimaire en question de se faire valoir par exemple, sur l'exemple qu'on a donné sur les 14 semaines qui lui sont données, la personne qui est venue remplacer la dame Sidibé va se faire valoir, va se donner à 200%. Et en ce moment-là, à défaut donc qu'on l'appelle pour un autre remplacement, s'il y a une vacance de poste permanent, c'est une personne qui sera priorisée, par exemple. Et cette même personne-là, au moins acquis un capital d'expérience qu'elle pourra noter sur son CV. Ok, mais souvent on parle aussi de travail temporaire. Quelle est la différence entre l'intérim et le travail temporaire? Souvent on est confus quand même. On est confus. Alors l'intérim même est un travail temporaire. D'accord. L'intérim même est un travail temporaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail temporaire, comme indiqué, il fait référence, comme je vous l'ai dit, à des natures de contrats bien spécifiques. C'est tout. Sinon, l'intérim même est un travail temporaire. D'accord. Est-ce qu'il y a une loi qui encadre l'intérim au Mali? Oui, le Code du travail déjà. Donc, il y a également des décrets et des arrêtés qui l'encadrent. Le Code du travail, donc, on va mettre une référence peut-être sur l'article L313 et suite, normalement parle et encadre le contrat d'intérim et toute forme de travail temporaire, de toute façon. Donc, il faudrait savoir que ce travail temporaire-là, il ne faudra pas des abus. C'est-à-dire, on sait très bien que sur ce poste-là, c'est un poste permanent, mais je vais me permettre quand même de prendre une personne sur une période bien spécifique et pouvoir abuser. Donc, c'est très encadré pour qu'il n'y ait pas d'abus à ce niveau-là, quoi. D'accord. Docteur Dabo, certainement vous avez quelque chose à ajouter avant d'attaquer par rapport au texte de loi. Effectivement, au niveau de l'article dont elle a cité, effectivement, c'est bien encadré parce qu'il est dit au Mali, particulièrement, le travail intérimaire ou bien, comment on appelle ça, le remplacement, c'est écrit comme ça dans le texte, c'est fait pour des postes bien définis, en fait, des situations bien définies. C'est-à-dire c'est pour précisément des congés, soit de maternité, des congés maladie, ou bien des congés de détention. Par exemple, quelqu'un qui est en détention provisoire en attendant son procès peut être remplacé par un intérimaire. Donc, il y a ces situations-là qui sont assez précisées. Et puis, dans le contrat, dans l'établissement du contrat, il faut préciser le nom de la personne qu'on va remplacer, la durée de la suspension légale, il faut préciser tout ça là-dedans, et dans le contrat. Donc, c'est vraiment encadré. Donc, c'est le Code du travail qui encadre tout ça. D'accord. Docteur Dabo, quelles sont les obligations de l'employeur envers les intérimaires, bien sûr, en matière de SST, santé et sécurité? Bon, il faudrait dire qu'en matière de SST, il y a des obligations qui incombent à l'employeur. Mais dans le travail intérimaire, comme elle a dit, elle a parlé des principes. En fait, moi, je voulais détailler un certain nombre de choses. Dans le principe général, en règle générale, il y a ce qu'on appelle l'entreprise de travail intérimaire, ou bien qu'on appelle l'agence intérimaire. Et il y a l'entreprise utilisatrice. Parfois, c'est l'entreprise de travail temporaire qui recrute le travailleur et qui le met à la disposition de l'entreprise utilisatrice. Donc, en règle générale, le contrat de travail proprement dit, il est entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire. Et ensuite, il y a un contrat de mission ou de mise à disposition qui est entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire. Donc, c'est pourquoi les responsabilités sont partagées parfois. Mais normalement, on regarde la loi, c'est l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur. En matière de santé et sécurité au travail, c'est cette entreprise de travail temporaire qui est responsable de ce qui est santé et sécurité au travail, c'est-à-dire les visites réglementaires d'embauche, périodiques, de reprise. Mais comme le terrain commande souvent les conditions d'exécution d'une tâche, l'entreprise utilisatrice est aussi, au regard de la loi, considérée comme responsable en cas de faute dite inexcusable. Peut-être on va en parler après. Et donc, cette entreprise dite utilisatrice, c'est elle qui est responsable de visites médicales renforcées. Mais juridiquement, l'entreprise, le salarié, il relève de qui? De l'entreprise utilisatrice ou le prestataire? C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Le salarié, au regard de la loi, relève de l'entreprise de travail temporaire, qu'on appelle agence intérimaire. Le contrat de travail proprement dit, comme elle a dit, CDD ou CDDI, est entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié. Maintenant, il y a un contrat dit de mission qui est entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Donc, l'employeur, au regard de la loi, c'est l'entreprise de travail temporaire. Mais maintenant, comme je l'ai dit, il y a des risques qui existent sur le terrain, qui est lié à la tâche qui est exécutée. Et ça relève de l'entreprise utilisatrice. Donc, quand il y a une faute dite inexcusable, par la faute de celui qui l'utilise,
Donc l'entreprise utilisatrice est regardée auprès de la loi comme étant aussi responsable. Mais lorsque cette faute est retenue comme telle, l'entreprise de travail temporaire doit prendre en charge d'abord et elle a une fenêtre dans laquelle elle peut faire recours pour demander à l'entreprise utilisatrice de réparer ce dommage-là. C'est intéressant ça. Avant de continuer, sûrement, Madame a quelque chose à ajouter. Voilà, c'est comme il l'a dit, juste pour compléter, c'est que justement l'entreprise utilisatrice, dès l'émission du contrat entre la personne intérimaire et elle-même, qui est le réel employeur, va identifier le niveau de risque du poste de remplacement temporaire. C'est-à-dire que si c'est, par exemple, dans le domaine aéronautique, si c'est dans le domaine bancaire, si c'est dans le domaine des mines, en fonction du poste de remplacement, on connaît déjà le niveau de risque de l'entreprise qui va utiliser. Donc, déjà dans le contrat d'intérim, ce sera précisé. Le risque, il est normalement précisé. Et en fonction donc du contrat de mise à disposition qui va exister entre l'entreprise utilisatrice et donc le cabinet intérimaire, ce risque-là également est bien identifié. Donc, même au niveau des couvertures sociales du salarié intérimaire, par exemple, lorsque je suis employé, moi, en tant qu'intérimaire, sur un poste à fort risque, au niveau du paiement de mes cotisations sociales, l'accident de travail sera de 4% et non de 1%. Même si l'entreprise utilisatrice, par exemple, supposons que c'est une banque. Normalement, les banques n'ont pas un fort risque, un taux élevé de risque d'accident de travail. Sauf que moi, si on m'utilise pour, par exemple, un travail qui a un risque élevé, au niveau de mon contrat, on peut très bien le mettre à 3%. Donc, une fois que ma cotisation est à ce niveau-là, c'est que le risque il a été identifié à ce niveau-là. Et qu'en cas d'accident de travail, j'ai la couverture à la hauteur du risque qui était déjà prévu. Et donc, c'est juste en complément à ce qu'il voulait dire. Tout à fait. Et pour en revenir à ça, ces histoires de risque-là, c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise de travail temporaire et que vous recrutez un travailleur, par exemple, pour les équipements de protection individuelle, les équipements dits généralisés tels que les casques et les chaussures, c'est l'entreprise de travail temporaire qui les fournit à l'employeur. Mais lorsqu'il y a un sur-risque, par exemple, quelqu'un qui travaille dans un lieu où il y a un rayonnement ionisant, ou bien c'est un travail avec le plomb, ou bien avec de l'amiante, par exemple, l'entreprise utilisatrice qui est sur le terrain est censée fournir d'autres équipements complémentaires à ce travail. Absolument. Donc cette responsabilité-là, elle est à la solde de l'entreprise utilisatrice. C'est pourquoi on dit que c'est elle qui est responsable des conditions d'exécution de la tâche sur le terrain. D'accord. Donc maintenant, la fourniture des équipements complémentaires dépend maintenant de la nature des risques, c'est ça? La nature des risques, des sur-risques. Okay. Parce que les risques généraux existent, on connaît ça, les bottes, les casques, vous l'offrez, l'entreprise intérimaire. Mais l'entreprise utilisatrice, lorsqu'il y a un sur-risque, comme elle a dit, on va le souligner dans le contrat dit de mission, et ces équipements seront fournis par l'entreprise utilisatrice. En plus de ça, des formations pratiques doivent être organisées par l'entreprise utilisatrice pour ce risque spécifique. C'est comme l'entreprise intérimaire, il recrute, c'est le généraliste, mais le spécialiste, c'est l'entreprise utilisatrice en réalité. Donc la visite d'embauche relève de qui? De l'agence intérimaire. L'agence intérimaire qui est l'employeur. L'entreprise de travail temporaire, c'est l'employeur. Visite d'embauche, les autres visites réglementaires. Visite d'embauche, visite périodique, visite de reprise. La seule visite qui est à la solde de l'entreprise utilisatrice, c'est la visite, comment on appelle ça, pour renforcer. Visite renforcée. Visite renforcée. Ça, elle est à la solde de l'entreprise. Qu'est-ce que vous appelez par visite renforcée? Visite renforcée, comme je l'ai dit, la visite réglementaire, c'est pour les risques qui sont généralisés, connus. Mais comme je l'ai dit, quelqu'un qui travaille dans un milieu dit hyperbare, un plongeur par exemple, dans le milieu naval, ceux qui travaillent sur les pipelines dans le domaine pétrolier, ou bien les risques liés au montage et au démontage des échafaudages pour les BTP. Le sur-risque, pour quelqu'un qui peut avoir des risques de vertige et tout, pour les examens complémentaires qui doivent être faits, que ce soit les examens vestibulaires au niveau du cerveau pour voir si la personne a des vertiges et tout ça, ça c'est à la solde de l'entreprise qui l'utilise. D'accord, je prends un exemple simple et concret. Une agence d'intérim qui met à disposition un cuisinier pour un hôtel. L'utilisateur demande de faire un examen d'hépatite B par exemple. Est-ce que ça fait partie des examens avancés ou de la visite d'embauche? Voilà. D'abord, parce que souvent, c'est des exigences dans le secteur hôtelier, parce qu'ils demandent de faire un peu la copoculture, l'hépatite,
la fièvre typhoïde et toute une liste de Il faudrait savoir que les visites médicales sont réglementées. Il y a les visites, les examens qui sont constitutifs, les éléments constitutifs d'une visite médicale pour les différents postes de travail. Donc, c'est des arrêtés qui sont fixés par les ministres. Si on dit pour le cuisinier, pour les visites médicales, il faut faire par exemple le test du diabète, et le test de l'hépatite et tout ça. Si c'est dans les visites, dans l'arrêté, c'est à la solde de l'employeur. Mais quand elle n'est pas dedans et que c'est une visite qui est due aux conditions de travail sur le terrain, si l'hépatite va influencer les conditions de travail sur le terrain, ça c'est à la solde de l'entreprise utilisatrice. Donc c'est ce qu'on appelle un sur-risque. Donc c'est ce qui nécessite des visites, comment on appelle ça, renforcées. D'accord. Alors justement, c'est ce que j'allais dire, la visite renforcée, elle va être soit suscitée par la connaissance du terrain et du poste, soit elle va être suscitée par un incident. En général, c'est les deux éléments qui vont déterminer en fait la visite renforcée. Et comme il a dit, la visite renforcée, elle relève bien de l'entreprise utilisatrice. Donc, elle va être sur des éléments d'analyse qui ne sont pas, comme il a dit, identifiés sur le poste par les arrêtés ministériels, tout simplement. D'accord. Docteur, est-ce que les intérimaires ont droit à une prise en charge en cas d'AT, MP? Comment ça se passe? Normalement, en termes clairs, accident de travail, maladie professionnelle. Ouais. Je dirais tout simplement oui, mais il faudrait qu'ils remplissent les conditions préalables d'abord. Il faudrait que ces intérimaires jouissent d'un contrat de travail en bonne et due forme où ils payent les cotisations pour les accidents de travail et les maladies professionnelles. Et en plus de ça, il faudrait qu'ils déclarent la maladie dans les conditions qui sont établies. Lorsque, comme on l'a dit, un travailleur qui est partagé entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire est victime d'un accident de travail, dans les 24 heures qui suivent, il doit déclarer cet accident-là à l'entreprise utilisatrice d'abord, par une lettre recommandée. Et à moins que ce ne soit fait par un supérieur hiérarchique sur le terrain. Et ensuite, ça doit être déclaré à l'entreprise de travail temporaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez le cheminement. Entreprise utilisatrice, ensuite entreprise de travail temporaire, ou bien vous appelez ça agence intérimaire. Et ensuite, l'agence de l'entreprise de travail temporaire doit le déclarer à la caisse de sécurité sociale, à l'inspection du travail, et puis le service de prévention. Et donc, cette entreprise de travail temporaire doit aussi rédiger un document de déclaration qui va être envoyé à la caisse de sécurité sociale dans les 24 heures qui suivent, en principe. Donc, si tout cela est fait, normalement, ils jouissent de tout ce qui est pris en charge d'accidents de travail. Mais dans les 24 heures, les premiers soins sont donnés par l'employeur. Ça, c'est dit. Le reste est pris par la caisse de sécurité sociale. Maintenant, pour les maladies professionnelles, il faudrait que ce soit des maladies professionnelles qui sont reconnues dans le tableau des maladies professionnelles légalement constituées au Mali, qui est au nombre de 88. Je sais que vous êtes au courant de ces tableaux-là. Donc, il faut que ces maladies professionnelles soient dans le tableau des 88 maladies professionnelles reconnues. Même si ce n'est pas dans le cas aussi, si le comité de reconnaissance des maladies professionnelles se réunit et reconnaît un caractère professionnel à cette maladie, même si elle n'est pas dans le tableau, et peut faire l'objet de reconnaissance et de prise en charge, bien entendu. Donc, en termes clairs, l'intérimaire, il a le même droit en termes d'SST qu'un travail recruté directement par l'entreprise utilisatrice. Tout à fait. Voilà. Si il a joui, comme on l'a dit, d'un contrat de travail à durée déterminée. Alors, et dit imprécis, peut-être. Voilà, ce que le docteur devait préciser, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de différence en termes de couverture SST, c'est-à-dire que ce soit pour un accident de travail que vous appelez AT, que ce soit pour une maladie professionnelle que vous appelez MP. Donc je le dis pour les téléspectateurs, pour les jargons de notre métier, il n'y a pas les textes n'ont pas identifié de salariés spécifiques. C'est tous les salariés qui y ont droit. Maintenant, il le dit à condition qu'il réunit la couverture qu'il faut, c'est qu'il n'y a pas de relation de travail sans couverture qu'il faut. Donc, la relation de travail, elle est forcément suscitée par un contrat. En l'absence de contrat, on va sur une reformulation donc, de la relation de travail qui est d'emblée un CDI. Donc, on ne parle même plus d'intérim. Donc, une fois qu'on est salarié, les textes n'ont pas dit que tu sois intérimaire ou que tu sois permanent. Les textes d'SST, Santé Sécurité au Travail, couvrent l'ensemble des salariés. C'est ce qu'il faut dire. Maintenant, les procédures vont différer selon les procédures internes de l'entreprise utilisatrice. C'est-à-dire, si l'entreprise utilisatrice dit qu'en cas d'accident de travail, la réclamation doit être faite immédiatement au responsable qualité dans les 2 heures suivant l'incident,
il faut que ces procédures soient respectées. Tout compte fait, les procédures internes seront en application de la loi qui sont les 24 heures. Mais le premier responsable, bien que l'employeur soit le cabinet temporaire, le premier responsable au moment de l'accident du travail, c'est l'entreprise utilisatrice et c'est bien spécifié dans le contrat. Donc c'est lui qui doit procéder au premier constat et qui remplit les fiches inhérentes à la Caisse nationale de sécurité, qui va acheminer vers l'entreprise employeur qui est donc le cabinet d'intérim et qui va, en ce moment, le cabinet d'intérim va entamer les démarches auprès de la Caisse nationale de sécurité. Donc, c'est juste les procédures qui vont différer, mais il n'y a pas de distinction selon la loi entre un travailleur permanent et un travailleur temporaire sur la couverture. D'accord, donc ça veut dire qu'un intérimaire, il a droit à la retraite aussi. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de distinction, c'est à condition qu'il ait réuni le temps de cotisation nécessaire. Quand il réunit, est-ce qu'il a droit à la pension comme Absolument. Absolument. Si sur son assiette de couverture, il a rempli la période réglementaire, il a droit à la pension comme tout salarié. Comme tout salarié. Comme tout salarié. À la couverture à mot comme tout salarié. À la couverture médicale comme tout salarié. Sur le temps, en tout cas, où il est en activité. Pour la couverture maladie. D'accord. Docteur, sûrement vous avez un mot. Oui, je crois qu'elle a juste précisé, c'est cela. C'est-à-dire que comme on est dans un milieu où on a deux types d'entreprises, c'est ce qui porte peut-être souvent à confusion. Quand on parle d'entreprise de travail temporaire et d'entreprise utilisatrice, donc les procédures peuvent changer. Mais comme elle a dit, même au sein des entreprises, il y a des procédures que moi je ne savais pas, l'histoire de 2 heures. Mais moi je sais que par exemple, pour déclarer à l'entreprise utilisatrice, il ne faut pas dépasser les 24 heures sur le plan réglementaire. Et l'entreprise utilisatrice aussi doit informer l'entreprise, la caisse de sécurité sociale dans les 24 heures qui suivent. Mais sinon, je crois que comme ce qu'elle a dit par rapport à la pension, c'est une histoire de cotisation. Parce que le travailleur temporaire, comme elle a dit, en réalité, il jouit auprès d'une entreprise de travail temporaire d'un contrat à durée déterminée ou peut-être un contrat à durée indéterminée. Donc, c'est souvent, voilà. Donc, c'est comme les autres travailleurs, il n'y a pas de différence particulière. D'accord, mais madame, l'intérimaire, il n'a pas droit à avoir un CDI? Il peut avoir un CDI, mais ça ne va pas être... En fait, en principe, il y a autant de contrats qu'il y a de missions, normalement. Même s'il est sous contrat à durée indéterminée avec... ça, c'est partant du principe que le cabinet intérimaire sait qu'il est un profil tellement rare qu'il va le fidéliser par un contrat à durée indéterminée. Mais à chaque fois qu'il le mettra en mission, il y aura également un contrat de mission qui va le lier déjà au cabinet intérimaire et qui va également le lier qui va également le lier par rapport à la mission, à l'entreprise qui va l'utiliser. Donc, il peut avoir un CDI, mais il pourra difficilement prétendre, de par la nature même de périodicité de sa sollicitude, à un contrat à durée indéterminée. Mais certains cabinets d'intérim, et ce n'est pas interdit, mais ils le font, je veux le dire, c'est pour fidéliser ou pour s'assurer de la disponibilité de l'intérimaire en question, en tout cas, qui leur sera constante. Donc, il leur donne des CDI. Voilà. C'est pas interdit? C'est pas interdit. D'accord. Mais, madame, quel est l'avantage de l'intérim alors? Alors, je l'ai évoqué au début, je vais le reprendre. Pour les employeurs, c'est que ça va pour les employeurs, c'est-à-dire l'entreprise utilisatrice, celle qui va utiliser l'intérimaire. Ça va lui permettre de ne pas être obligé de recruter quelqu'un en CDI sur une période de vacances qui est provisoire. Donc, lui, à son niveau, c'est une réduction des charges. Par exemple, si je suis obligée de recruter quelqu'un sur la période de remplacement d'un congé maternité d'une personne, c'est quand même dommage. Moi, on sait que le congé de maternité, il est de 14 semaines et que je sois obligée de donner un CDI à quelqu'un. Donc, c'est pour éviter ça. Maintenant, pour l'employé qui aussi est au chômage et qui se retrouve sollicité par des missions d'intérim, ça lui permet, comme vous l'avez évoqué, de pouvoir travailler, de pouvoir cotiser, de pouvoir avoir des couvertures en termes de sécurité sociale. Indépendamment de ça, à chaque fois qu'il va en mission, c'est une capitalisation d'expérience pour lui et qui lui permet de travailler et de vendre sa force du travail et de se faire valoir non seulement auprès de l'entreprise qui est utilisatrice, mais aussi auprès de son cabinet employeur qui va également, en fonction des retours qui est fait sur cet employé dans l'entreprise utilisatrice, va savoir si c'est un employé à qui, par exemple, il faut donner un CDI parce que fréquemment, on va l'utiliser en fonction des sollicitudes qu'on a de nos clients. C'est quelqu'un que nous allons fréquemment utiliser. Donc, quelque part, il est d'ailleurs plus au profit de l'employé qui va être intérimaire et bien que le principe de l'intérim est
dénonce une précarité, mais il va au moins pallier au chômage et à pouvoir donner une expérience professionnelle avérée à une personne qui est dite intérimaire. D'accord. En tant que professionnel RH, si on vous demande de faire l'état du lieu de l'intérim au Mali, comment ça se passe? Est-ce que la pratique elle est courante? Alors, il y a un grand cafouillage au Mali. Quand vous le dites, dans notre contexte, il y a un grand cafouillage. Ce qui se passe, c'est que pour la plupart, malheureusement, il y a des abus. C'est que l'entreprise intérimaire va effectivement recruter sur un poste qui, on sait, il sera permanent. C'est-à-dire, il va mettre à disposition auprès d'une entreprise utilisatrice qui, depuis elle sollicite son besoin, elle sait très bien que c'est un poste permanent. Malheureusement, au Mali, c'est des réalités qui sont là. Donc, lorsque l'entreprise qui met à disposition aussi met à disposition, elle le fait en connaissance de ces éléments-là. Et l'employé dit intérimaire le sait également, mais la situation de l'emploi au Mali fait qu'il se voit utilisé permanemment auprès de d'autres collaborateurs qui vont être des permanents dans une entreprise utilisatrice, n'ayant pas les mêmes avantages que l'entreprise, que les salariés permanents. Et ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup de malheureusement de quiproquos autour aujourd'hui de l'utilisation de l'intérim au Mali, malheureusement. Ouais, ce qu'elle a dit, c'est tout à fait vrai. Il y a un gros cafouillage parce qu'on a l'impression que même les contrats à durée déterminée au Mali ici, c'est du travail intérimaire. Parce qu'on renouvelle les mêmes contrats peut-être 2, 3, 4 fois. Je crois qu'il y a une limite. Les CDD? Voilà, les CDD, il y a une limite. C'est voilà. 2 renouvellements. 2 renouvellements. Mais je vois que dans certaines entreprises, la place, on peut renouveler un contrat à durée déterminée plusieurs fois. Ils trouvent des brèches, mais je ne sais pas, les spécialistes en savent quelque chose. Donc il y a un gros cafouillage et je crois qu'il faudrait essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, je pense que c'est aussi le cas, il y a lieu de le souligner, c'est que justement les inspecteurs du travail, lorsqu'ils font des missions, c'est ces choses-là qu'ils fouillent, justement. Ils regardent, mais comme il l'a dit, il y a des brèches. Il y a également des possibilités de refaire. Alors, c'est sur le même poste qu'on peut renouveler 2 fois. Donc, il suffit d'utiliser l'intérimaire en changeant un peu l'intitulé du poste. Il y a plein de choses, il y a plein d'abus qui existent et qui, malheureusement, sont liés au contexte où au Mali, les textes ne sont pas assez avancés en termes de droit du travail et droit social. Ce qui fait que les quelques brèches qui existent, en tant que professionnels, nous les utilisons pour minimiser nos coûts et nos charges. Mais les agents aussi de l'inspection sont là pour justement recadrer et encadrer un peu le respect de ces textes-là. Docteur Dabo, vous êtes mémorant en médecine du travail. Ouais. Vous êtes praticien. Aujourd'hui, et si je vous demande de faire un état de lieu de la SST au Mali, qu'est-ce que vous allez dire? SST au Mali, le Mali, c'est certes actuellement on est dans un processus où on est dans des démarches pour mettre en place la politique nationale de santé et sécurité au travail. Donc c'est dans les circuits comme on l'a dit, mais depuis un bon moment quand même. Donc je crois que peut-être au niveau des entreprises, oui, ça marche tant bien que mal, mais il faudrait essayer de réglementer certaines choses parce que on s'est rendu compte, par exemple, que pour le profil des médecins du travail, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas vraiment des médecins du travail. Il y a des médecins généralistes qui font état de médecins du travail, alors qu'il y a des médecins du travail qui sont sur le marché. Donc moi, je crois qu'elle est responsable des ressources humaines. En utilisant un spécialiste du domaine, on a plus à gagner que en utilisant d'autres personnes. Après, c'est mon avis. Donc je pense qu'il faudrait déjà pallier à cela. Ensuite, au niveau des fonctionnaires, des magistrats, des militaires, il n'y a pas de couverture accident de travail et maladie professionnelle. Tout ça, on dit que ça va passer par la politique nationale de santé et sécurité au travail. Et en 2024, aujourd'hui, c'est dommage qu'on n'ait pas ça. Je ne vais pas me comparer à d'autres pays, mais dans la sous-région, tous les pays ont déjà adopté des politiques pour le Sénégal depuis 2009, pour la Côte d'Ivoire depuis 2013. Donc c'est dommage qu'on est dans un même espace économique et monétaire et que nous sommes à la traîne dans ce sens-là. Donc je pense que l'état des lieux est, on va dire, passable, mais on peut encore faire mieux. Merci, docteur Dabo. Ouais. Madame, en tant que professionnelle RH, la même question pour vous. Alors, comme il a dit, les textes au Mali sont existants, mais sont limités. Donc aujourd'hui, il serait effectivement intéressant
que d'aller vers une couverture optimale des salariés, mais indépendamment de ça, également que chaque entreprise en interne, parce que je l'ai évoqué au courant du débat, a des procédures internes qui devraient justement également essayer de pallier aux limites des textes réglementaires. Donc les recommandations que j'ai à donner, c'est que chaque entreprise devrait voir en fonction des risques inhérents à l'entreprise, que ce soit en termes de AT ou de MP, identifier non seulement ces risques-là, et également identifier des procédures de gestion optimale de ces accidents de travail et de ces maladies professionnelles. Donc c'est les recommandations que je pourrais donner. Merci madame. Docteur, nous acheminons vers la fin de cette émission. Et un dernier mot pour nos fidèles téléspectateurs. Bon, donc mon mot à l'endroit des téléspectateurs, c'est d'abord de demander à tous les travailleurs d'abord de faire attention quand ils postulent à un travail. Au moins qu'ils soient sûrs que voilà, les contrats qu'ils établissent, bon, certes il y a la précarité au Mali, mais répondent à certaines réalités du terrain. Parce que souvent on a des contrats qui sont vraiment peut-être mal ficelés, je ne sais pas pourquoi, qui est responsable, mais je crois qu'il faudrait que les gens soient assez vigilants par rapport au contrat. Mais normalement aussi, j'adresse un mot à l'inspection du travail aussi, parce que je pense qu'ils ont un grand rôle à jouer dans le respect des textes. Donc, ils sont la cheville ouvrière de cette discipline-là. Donc, je les demande au moins à donner un peu de sécurité aux travailleurs au Mali. Merci, docteur. Madame Duc. Alors, pour moi, aujourd'hui, il faut effectivement... les torts sont partagés. Hein. Le docteur, il fait un appel aux employés, mais les employés n'ont pas tellement le choix. Hein. La précarité aujourd'hui de l'emploi au Mali fait qu'ils acceptent un peu tout. Donc, l'appel serait plutôt aux employeurs, hein, par rapport à la responsabilité d'encadrer déjà la relation de travail comme il faut, et la responsabilité de prévoir des procédures internes qui puissent aller déjà dans le sens des textes et qui puissent améliorer les textes. Donc déjà, ça c'est le premier appel. Et comme il l'a dit, effectivement, que les agents de l'État qui sont là pour le respect des textes soient également un peu plus pointilleux lorsqu'ils sont en train de faire des missions de contrôle, parce que le respect de texte ne dépend justement que du contrôle et des éventuelles sanctions qui pourraient en découler, qui va faire que le respect sera là. Voilà. Merci madame, merci docteur Dabo. Le thème était très intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler encore et de discuter aussi d'autres thématiques. Absolument. Merci d'être venu. Plaisir partagé. Fidèles téléspectateurs de KTSMAG, c'est tout pour ce numéro. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un autre numéro de KTSMAG. D'ici là, portez-vous bien. KTSMAG.